Bonjour et bienvenue. Je suis Frédéric Ledan du Comité régional du tourisme Occitanie. Le tutoriel d'aujourd'hui est sur l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans un établissement touristique. Il est fait pour vous si vous êtes un hébergeur ou un site de visite ou un prestataire de loisirs, et en tout cas si vous avez un parking privé pour accueillir vos clients. Vous allez y trouver tout plein d'infos, des conseils sur le choix du matériel, sur les subventions, sur la façon de valoriser l'équipement dans vos communications, sur la commercialisation des recharges. Alors déjà, gros débat, est-ce que ça doit être gratuit ou payant pour les clients? J'aurai le plaisir d'interviewer le directeur général de ChargeMap, un installateur spécialisé IRVE, le directeur du programme Advenir chez l'AVER, l'organisme qui subventionne les installations justement à travers le programme Advenir, la prime Advenir. Et il y aura le témoignage éclairé d'un professionnel du tourisme qui a carrément installé une station de recharge dans son établissement. Pour commencer, je vous propose un rapide tour d'horizon de l'évolution des déplacements des vacanciers en véhicule électrique et de l'état du marché en 2023. Et pour ça, j'interroge Johan Nussbäumer, directeur général fondateur de ChargeMap. Si vous avez un véhicule électrique, vous connaissez forcément ChargeMap. C'est le planificateur d'itinéraire qui a la base de données la plus complète, accessoirement. Mais c'est surtout le système de paiement de référence avec la carte ChargeMap qui est connectée à plus de 700 réseaux, donc autrement dit, à toutes les bornes, à presque toutes les bornes publiques en Europe. C'est une start-up française qui est aujourd'hui d'ailleurs numéro 1 en Europe avec près de 1,5 million d'utilisateurs. Johan, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, à quel rythme est la croissance du nombre de possesseurs d'un badge ChargeMap? Et plus largement, est-ce que vous avez une estimation de la proportion des vacanciers qui se déplaceront en France en 2023 avec un véhicule électrique? Alors, on a une progression très très forte en fait des ventes de badges ChargeMap et notamment un point qui peut intéresser l'auditoire, c'est que en fait les badges sont souvent achetés, en tout cas on voit un pic de commandes avant les vacances scolaires. Donc, ça veut dire que vraiment les gens vont utiliser les badges pour se déplacer, pour aller en vacances. Et on voit aussi que pendant les vacances, pendant les périodes de vacances scolaires, le nombre de recharges effectuées augmente. Donc, on voit qu'il y a un usage vraiment pour se déplacer en dehors des trajets du quotidien qui est très, très fort. Ensuite, pour donner une estimation en fait du nombre de personnes qui vont se déplacer en véhicule électrique, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de véhicules sur les routes, que nous, chaque année, en fait, on voit à peu près peut-être 30% de conducteurs en plus qui rechargent avec le badge. Donc voilà, ça, c'est en très forte progression et c'est vrai que finalement, les gens ont besoin de trouver des endroits où charger. D'accord. Et en ce qui concerne les points de charge, à quel rythme est la croissance sur les axes de circulation et à destination? Alors, on a une croissance qui est très forte au niveau des grands axes, notamment les autoroutes, qui ont eu un petit retard à l'allumage, on va dire, pendant des années. C'était un petit peu compliqué d'ouvrir des stations. Il y a eu un changement réglementaire qui a fait que, en fait, toutes les semaines, il y a des nouvelles stations qui ouvrent le long des autoroutes et on commence à être vraiment bien desservi. C'est beaucoup mieux qu'il y a un an. Donc, il y a un vrai rythme de croissance. Il y a différents opérateurs qui installent. Sur la charge à destination, c'est beaucoup plus variable en fait. On a beaucoup d'hôtels, de restaurants, de lieux d'accueil du public qui s'équipent en borne de recharge. Par contre, l'expérience sur place, elle est parfois un peu compliquée pour l'avoir vécu aussi, dans le sens où les modalités d'accès et de paiement sont parfois pas tout à fait claires, où le personnel ne maîtrise pas encore le fonctionnement de la borne, a du mal à aider les clients. Donc ça, c'est des vrais défis en fait pour les lieux d'accueil du public, pour que, au-delà de l'installation des bornes, il y ait un vrai usage du service. Donc, quand un hébergeur installe une borne, est-ce que vous lui conseilleriez de l'équiper avec la fonction RFID, donc qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur badge ChargeMap ou autre? Alors, en fait, les bornes, si elles sont ouvertes au public et que vraiment tout le monde peut venir sur le parking de l'établissement et recharger, là, c'est plus que conseillé, en fait. D'ailleurs, c'est même obligatoire de pouvoir accueillir en fait les différents opérateurs de mobilité tels que ChargeMap. Si la recharge est uniquement pour les clients dans un parking clos ou fermé, là, l'intérêt du système peut effectivement se poser. Ceci dit, être capable d'accepter les badges des opérateurs, ça permet d'encaisser plus facilement les paiements, de changer sa politique tarifaire sans aucun souci, d'éviter que le client qui arrive, il doive d'abord se rendre à la réception pour obtenir un badge ou l'autorisation de se recharger ou payer sa recharge.
Donc voilà, c'est censé simplifier en fait ces usages-là quand on arrive sur le lieu en fait où on a besoin de charger. Dans tous les cas, le référencement des bornes est très simple. Dans le cas où c'est des bornes qui sont ouvertes au public et qui sont accessibles via un Charge Map Pass, là le référencement va être automatique par le biais en fait de l'opérateur qui a installé les bornes, qui les monitore. Donc là, lui, il nous envoie de manière automatique les données et ensuite l'établissement est référencé. Dans le deuxième cas, s'il n'y a pas de supervision en place, à ce moment-là, l'hôtelier ou le lieu d'accueil du public peut venir référencer gratuitement son établissement sur ChargeMap. Dans les deux cas, c'est simple. Par contre, petit conseil, c'est prendre le temps en fait d'aller remplir la description de son établissement sur ChargeMap, prendre le temps de rajouter des photos. Ça, c'est pas forcément fait de manière automatique. Donc, c'est des petites astuces qui vont aussi permettre aux gens, dès qu'ils voient la borne, ils voient l'établissement, de choisir cette borne plutôt qu'une autre, ou de choisir le lieu d'accueil du public plutôt qu'un autre. Ok, c'est très clair. Alors, si on se place dans le cas le plus fréquent pour un établissement, hôtel, gîte ou camping, qui est que en fait, la borne est réservée aux clients qui séjournent dans l'établissement, quel type de conseil est-ce que vous pourriez donner à l'hébergeur ou au site de visite, hein, ça peut être aussi un site de visite, sur le choix du matériel ou sur le choix de la puissance? Alors, sur le choix du matériel et de la puissance, pour moi, des bornes 11 kilowatts en courant alternatif, c'est ce qui est le mieux, en fait. C'est ce qui va coûter le moins cher. C'est ce qui va rendre un service de bonne qualité. On peut charger à une bonne vitesse de charge. Si on reste quelques heures, ça me semble être parfait. Donc voilà, c'est un peu sur ce type de produit que je partirais. Idéalement, équiper plusieurs places pour ne pas en avoir qu'une seule. Si jamais il y a un problème avec une borne, au moins avoir une solution de repli pour l'usager. Voilà. Et puis, si vraiment on est sur un axe très fréquenté, peut-être qu'il y a des partenariats à nouer avec des opérateurs qui cherchent à installer euh, des, euh, des bornes de recharge et qui sont aujourd'hui en recherche de sites où poser les bornes de recharge. Donc, ils se battent tous un peu pour trouver les bons endroits. Donc, faut pas hésiter à les solliciter. D'accord. Donc, la commercialisation de la recharge auprès des clients qui séjournent dans l'établissement. Je dirais que la question de la tarification, évidemment, si vous avez une borne gratuite, en fait, ça va être très apprécié des utilisateurs. On voit, nous, sur ChargeMap, que de plus en plus, les conducteurs sont sensibles au prix des recharges. Donc, ça peut être un avantage pour choisir l'établissement. Ça, c'est intéressant. Ensuite, si on veut rendre un vrai service, qu'on a investi aussi beaucoup d'argent dans l'infrastructure, dans la supervision, etc. À ce moment-là, la rendre payante, c'est assez logique. Les utilisateurs le comprennent. Pour moi, pour le prix, il y a plusieurs options. Nous, on sait que les conducteurs aiment bien quand le prix est dépendant de l'énergie délivrée. Donc, on propose plutôt de facturer à l'énergie consommée. Ceci dit, parfois, un forfait, c'est plus simple à gérer, notamment quand, au niveau de la réception, il faut aller payer. C'est plus simple que d'aller faire les relevés. Mais si on a une supervision, on peut voir l'énergie qui a été consommée. Donc voilà, je dirais juste, ce qu'il faut faire attention, c'est garder un modèle de facturation simple, ne pas essayer d'imaginer un tarif de nuit, un tarif en journée, un forfait, puis l'énergie consommée, puis le temps. Et c'est vrai que pour avoir vécu de mon côté la facturation au temps dans un hôtel, finalement c'était compliqué parce que je me suis retrouvé au milieu de la nuit à me dire mince, il faut que j'aille débrancher ma voiture parce que sinon je vais être facturé très cher alors que même elle charge plus. Donc voilà, c'est, à mon sens, soit l'énergie, soit un forfait. Alors, j'ai une dernière question subsidiaire. Il existe des programmes d'installation de bornes dans les hôtels qui sont financés par des constructeurs comme Porsche ou Tesla avec son programme Destination Chargeur. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'ils sont facilement accessibles et ouverts à tous les types d'hébergeurs? Et selon vous, quels en sont les avantages et les inconvénients? Alors, effectivement, il y a des programmes de ce type-là qui sont mis en place par les constructeurs. En général, ils ont un petit cahier des charges quand même pour déterminer les lieux qu'ils acceptent ou pas. A priori, en tout cas des informations que j'en ai, ils sont très sensibles aux conditions d'accueil sur site. Donc, la possibilité d'aller aux toilettes, la possibilité d'avoir de la restauration sur place, etc. Donc, ils ont chacun leur cahier des charges. L'intérêt, c'est qu'ils vont financer, de mémoire en tout cas pour Tesla, c'est l'installation des bornes.
Et il me semble que la partie, en tout cas, ils vont financer le matériel, la partie électrique et ensuite à la charge de l'hôtel. Voilà, l'intérêt, c'est que on se retrouve facilement dans le GPS de ces véhicules comme point d'accès. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Ensuite, sauf si ça a changé, Tesla demande par exemple qu'il y ait un certain nombre de bornes qui soient réservées aux conducteurs de Tesla et d'autres qui soient ouvertes à tous. Donc ça veut dire aussi que l'ensemble des bornes ne pourront pas être utilisées par l'ensemble des usagers. Donc voilà, le mieux c'est de se renseigner, mais effectivement ils sont à la recherche de sites. Et peut-être une information complémentaire, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les constructeurs qui lancent ce type de programme, mais on a maintenant des opérateurs qui vont louer un emplacement du parking ou de l'espace de stationnement pour y installer une borne et l'exploiter et la faire payer. Donc là, a priori, rien n'est à la charge de l'exploitant du site. Par contre, ils sont assez sélectifs sur les critères d'accueil. Notamment, il faut que ce soit des lieux qui soient ouverts à tout le monde, accessibles parfois 24 heures sur 24. Et en conclusion, un dernier conseil. Ben, je pense que ça vaut le coup d'investir maintenant parce que ben, c'est un petit peu comme le Wi-Fi, c'est en train de devenir une commodité qui est recherchée. Et je pense que c'est aussi un bon moyen d'attirer une clientèle un tout petit peu plus haut de gamme parfois dans l'établissement. Donc voilà, à mon sens, ça présente un intérêt. Aujourd'hui, on a quand même des solutions techniques qui sont mûres, qui sont matures, ce qui n'était pas encore le cas tout à fait dans les années qui viennent de s'écouler. Donc voilà, maintenant, on a vraiment des solutions qui sont mûres, qui fonctionnent, etc. Et peut-être le petit conseil, c'est de pas négliger quand même l'entretien et la maintenance. Lorsqu'on fait son budget, il faut prévoir que une borne, ça se maintient. Il faut parfois voilà, nettoyer, changer quelques pièces. Donc, faut pas oublier cet aspect-là. Parce qu'une borne de recharge qui est installée et qui, au bout de 1 an, 2 ans, n'est plus fonctionnelle, etc., c'est un petit peu dommage. Et dernier point, c'est surtout bien former le personnel sur place pour qu'ils sachent comment utiliser la borne, comment fonctionne le système. Très bien. C'est d'ailleurs une condition sine qua non pour bénéficier de la prime à devenir, hein, de souscrire un contrat de maintenance. Tout à fait. Merci beaucoup, Johan. C'est très intéressant. Pour vous donner une idée du volume de clientèle qui aura besoin d'une recharge électrique à destination, j'ai croisé les chiffres de plusieurs sources. Et donc, 3 données à garder en tête. Depuis le début de l'année 2023, 20% des véhicules neufs vendus en France sont électriques, contre 12% en 2022. Dans 4 à 5 ans, un vacancier sur 2 se déplacera en véhicule électrique. Et dans moins de 10 ans, un établissement d'hébergement devra proposer idéalement un point de charge pour 2 chambres. Alors ça, c'est valable pour les petits établissements. Si vous avez un camping avec 50 bungalows, ce ne sera pas forcément la peine d'avoir 25 bornes de recharge. Mais voilà, ces chiffres vous donnent une idée de la croissance exponentielle de la demande et du besoin en termes de recharge. Alors, passons maintenant à la partie technique de l'installation. Je vais interviewer un installateur spécialisé, Sanou Électricité, que j'ai choisi parce qu'il a été primé par le magazine professionnel Tesla Mag comme meilleur installateur IRVE sur la région de Nîmes et Montpellier. Monsieur Sanou, bonjour. Est-ce Bonjour. que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les prérequis avant de faire une installation de bornes? Est-ce que, par exemple, Enedis doit intervenir? En règle générale, si on est sur une installation existante, hein, avec déjà une ouverture compteur réalisée, à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin de l'Enedis. On fera intervenir l'Enedis que dès lors un besoin en puissance le nécessite. Voilà. Si toutefois l'infrastructure professionnelle a déjà une installation confortable en termes de puissance disponible, à ce moment-là, l'Enedis n'est pas obligatoire. Donc pour cela, en termes de prérequis, je dirais que il faudrait que l'installation soit conforme électriquement, hein, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, qu'il y ait suffisamment de place disponible dans le tableau, dans le TGBT pour qu'on puisse installer nos protections électriques, qu'on puisse aussi voir l'acheminement du câble, hein, pour l'amener à poste, hein, qui devra accueillir l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, et ensuite l'implantation finale qu'on a déterminé ensemble avec le client, et ensuite selon la configuration, soit c'est posé sur bardage, sur mur, ou alors sur un pied. Et quelle puissance de borne on doit prévoir? Alors effectivement, c'est suivant encore une fois l'adaptation, hein, du réseau sur lequel est existant.
Donc, si toutefois le client a déjà un réseau monophasé, du coup, la transformation en triphasé peut être contraignante par rapport justement aux modifications par rapport à l'Enedis, également économiquement. Donc, on s'adaptera au réseau. Le réseau triphasé est bien plus avantageux dans le sens où on aura des puissances disponibles supérieures. Donc, on pourra aller chercher des bornes jusqu'à 22 kg, si ce n'est plus. Ça, c'est 22 kg alternatifs et on pourra aller chercher éventuellement du 24 ou plus en courant continu. Donc, je dirais que la situation confortable en système de bornes de recharge sera le triphasé. Maintenant, encore une fois, si on est sur un réseau monophasé, il n'y a pas d'inquiétude, il y a des solutions qui permettent de charger aussi les véhicules. D'accord. 22 kW, pour rappel, on charge un véhicule 100% électrique en quoi? En 2 heures, 3 heures, 5 heures? Alors, 22 alternatives correspondent à des temps de charge entre 2 et 4 heures, suivant encore une fois la puissance du véhicule, le chargeur embarqué du véhicule. Donc, c'est toute une association de petits paramètres qui va permettre de conditionner ces temps de charge. D'accord. Le matériel que vous installez est compatible tout véhicule ou est-ce qu'il faut faire attention au choix du matériel? Tout à fait. Toutes les bornes que j'installe sont compatibles tout type de véhicule. Donc, il y a une norme là-dessus qui permet aussi de faciliter un petit peu les installations et le choix des produits, dans le sens où les prises sont normalisées pour le réseau alternatif en T2, en T2S. Pour les charges continues, on a les prises CCS2, voilà, comme 2 ou CHAdeMO. Donc là, ça reste assez normalisé. Donc là-dessus, une fois, c'est compatible tout type de véhicule. D'accord. Alors, si vous deviez nous donner un conseil pour choisir son installateur. Alors là, du coup, je vous orienterai vers moi. Mais effectivement, pour choisir un bon installateur, il faut vérifier les références donc de chantier, les qualifications de l'entreprise, parce que l'installation de bornes est quand même assez normalisée. Un électricien sans formation ne peut pas installer de bornes de recharge. Donc, il faut être formé à l'IRVE. Donc, il y a plusieurs niveaux de qualification, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Il faut être aussi RGE. RGE est référencé Qualifelec ou AFNOR, chose qu'on est également. Et puis, labellisé Advenir, qui permet aussi pour les professionnels de bénéficier de subventions, voilà, sur la mise à disposition des véhicules. IRVE, c'est la base. Je pense qu'un électricien qui n'est pas agréé IRVE n'a pas le droit d'installer une borne électrique, c'est bien ça. Donc, sans avoir fait cette formation-là, du coup, un installateur, un électricien peut passer à côté de beaucoup de problématiques. Et donc, en plus de cela, les installations ne seront pas assurées vis-à-vis des assurances. D'accord. Et donc, dernière question, une fois que la borne est installée, est-ce qu'il y a un contrat de maintenance? Alors, tout à fait, le contrat de maintenance est fortement recommandé. Alors, dans le milieu professionnel, quand l'installation est subventionnée pour le programme à devenir, ça fait partie du cahier des charges. Donc là-dessus, pour une entreprise soit subventionnée, effectivement, il faut qu'elle prenne un contrat d'entretien d'un minimum de 3 ans. S'il y a des contrôles, c'est parce qu'il peut y avoir des défaillances de sécurité. Et on sait que la défaillance ultime peut provoquer jusqu'à l'incendie. Bien, Monsieur Sanou, je vous remercie. Merci à vous. Pour synthétiser, je vous partage mon écran avec un tableau des puissances et des temps de charge correspondants. Si vous avez une installation électrique en monophasé, vous pourrez installer une borne de 3,7 ou 7 kW. Ça, c'est recommandé notamment pour les hébergeurs puisque le temps de charge est assez long et ça s'adresse à des clients qui laissent leur véhicule branché toute la nuit. Si votre installation électrique est en triphasé, là, vous pourrez aussi installer une borne de 3,7 ou 7,4 kW ou une borne plus puissante jusqu'à 11 ou 22 kW. Et ça donnera un temps de charge beaucoup plus rapide. Là, les temps qui sont indiqués sont à titre indicatif puisque ça ne dépend pas seulement de la borne, ça dépend aussi du véhicule et de la capacité de sa batterie. Quelques petits conseils sur l'installation et le choix du matériel. Commencez par vérifier la puissance disponible sur votre compteur. Sur les compteurs Linky, les pics de consommation sont indiqués. Donc, si votre consommation atteint déjà le maximum de la puissance de votre compteur, modifiez votre abonnement souscrit pour l'augmenter. Et si vous êtes déjà au maximum, si votre abonnement est déjà au maximum, dans ce cas, malheureusement, il faudra en passer par une intervention d'Enedis pour faire une installation complémentaire. Choisissez des emplacements de parking dédiés le plus proche possible de votre compteur. Ça semble évident. En fait, c'est pour éviter de devoir poser des kilomètres de câbles entre votre compteur et la borne. Concernant le choix du matériel,
Alors, c'est votre installateur qui vous conseillera le mieux, mais sachez que les 2 plus grands fabricants de bornes sont Wallbox et Ager. C'est aussi les 2 marques qu'on retrouve le plus souvent citées parmi les marques les plus fiables. N'hésitez pas à opter pour une borne dite dynamique, une borne qui en fait adapte sa puissance à la puissance restant disponible sur votre compteur. Ça évite que tout disjoncte s'il y a trop d'appareils qui fonctionnent en même temps. Je vous conseille d'opter pour une installation évolutive dans le temps. Vous l'avez compris, une borne pour 10 chambres, c'est bien aujourd'hui, mais dans 5 ans, ce ne sera pas suffisant. Et de choisir une borne non seulement dynamique, mais aussi adaptative, dont on peut modifier la puissance à tout moment via l'application de la borne sur son smartphone. Alors, ces fonctions, d'ailleurs, ne sont disponibles qu'avec un compteur Linky. Enfin, si vous comptez commercialiser la recharge, non pas avec un prix forfaitaire, mais en fonction de la puissance chargée, il vous faudra comptabiliser la consommation de la borne. Et dans ce cas, la borne doit avoir cette appli qui permet d'accéder à l'historique des consommations. Certaines bornes ont un lecteur de badge RFID intégré ou en option. Alors ça, je vous le conseille aussi, même si vous n'envisagez pas dans un premier temps de commercialiser la recharge via des réseaux extérieurs. On ne connaît pas l'évolution du marché. D'ailleurs, au sujet de la commercialisation, certains prônent une recharge payante, forfaitaire, ou avec un badge RFID. D'autres pensent que c'est comme le Wi-Fi dans les hôtels, vous savez, payant au début et ensuite devenu gratuit dans tous les établissements. Mais bon, honnêtement, c'est très compliqué d'anticiper l'évolution des usages. Il y a aussi l'inconnu sur l'évolution du coût de l'énergie électrique. Donc, puisqu'il n'y a aucune certitude, autant prévoir dès le départ toutes les configurations possibles. Alors, cette subvention avec la prime Advenir, qu'est-ce que c'est exactement? C'est Ludovic Coutan, le responsable du programme Advenir au sein de l'AVER France, l'organisme qui gère ces subventions, qui va vous l'expliquer et qui va vous en dire un peu plus sur ce programme. Alors, en quelques mots, le programme Advenir piloté par l'AVER France a été créé en 2016 pour accompagner l'installation de bornes de recharge et former les acteurs clés de la transition vers la mobilité électrique. Ce qu'il est important pour un établissement de faire, c'est de prendre connaissance des différentes primes que nous proposons, puisqu'on propose on propose 12 primes qui sont adaptées à différents cas d'usage de recharge, et notamment donc les établissements ouverts à tout public selon les conditions du programme Advenir et de la réglementation, comme notamment les sites touristiques publics, comme on pourrait citer le parking du Mont-Saint-Michel, le parking du viaduc de Millau, enfin voilà, ce type de sites touristiques. Donc eux, ils vont être notamment éligibles à la prime borne ouverte à tout public. En revanche, de par leurs conditions d'accès au public particulières, les hôtels et les campings, ils vont plutôt principalement être éligibles à la prime borne ouverte au public dite intermédiaire, dont la réglementation a prévu donc des conditions d'accès qui ont été spécialement adaptées. Donc, afin de vérifier l'éligibilité d'un projet, les acteurs peuvent toujours se référer à notre site internet et aux modalités. On a également un simulateur qui permet en quelques clics d'identifier voilà, si son projet est éligible à une prime, et il est toujours possible également de prendre directement contact avec notre équipe support qui est disponible par email et par téléphone. Merci. Donc, le nombre de points de charge est en croissance exponentielle. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Combien d'établissements touristiques, par exemple, ont sollicité la prime Advenir en France en 2022 par rapport à 2021? Ce que je peux vous dire, c'est que le programme Advenir a récemment passé les 125 000 points de charge financés, plus de 3 ans avant la date qu'on s'était fixée. Et donc, le programme voilà, continue à accompagner un nombre important d'acteurs sur toutes les professions. D'accord. Et ce programme, donc, va être maintenu encore plusieurs années? Alors, aujourd'hui, le programme, il est prévu jusqu'à fin 2025. Donc, c'est voilà, notre échéance. En revanche, il est vrai qu'en fonction de l'engagement des fonds, il se pourrait que se produise un arrêt avant cette date-là. Toutefois, nous avons déjà entamé des discussions avec voilà, nos organismes de tutelle et l'État pour envisager un nouvel réabondement du programme qui nous permettrait d'aller soit jusqu'à 2025 ou au-delà.
voilà, comme je vous disais, nous, on a 12 primes qui sont différentes les unes des autres. Et les montants de ces primes s'élèvent à 20 à 50% des coûts de fourniture et d'installation du matériel de recharge, avec des plafonds qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à 15 000 euros par point de charge. Donc, les acteurs qui souhaitent bénéficier d'une prime Advenir vont pouvoir retrouver sur notre site l'ensemble des caractéristiques techniques dans des cahiers des charges qui sont voilà, disponibles, accessibles pour tous. Dans tous les cas, la plupart du temps, ce sont les professionnels qui vont accompagner ces acteurs qui vont maîtriser ces caractéristiques techniques. Néanmoins, dans le cas de la cible donc dite intermédiaire, il y a un certain nombre effectivement de caractéristiques, comme il est nécessaire d'avoir un contrat de maintenance sur 3 ans avec à minima une visite par an, ou également les installations doivent être dotées de systèmes de pilotage énergétique. Techniquement, donc, les demandes sont réalisées sur la plateforme mon.advenir.mobi, voilà, qui est l'outil où faire la demande. Il est vrai que compte tenu des notions techniques nécessaires, le programme recommande fortement de se rapprocher d'un installateur référencé Advenir et qualifié RVE pour prise en charge des démarches de dépôt de demande de prime. Après, il existe dans certains cas particuliers la possibilité de faire le dépôt soi-même, mais il faudra voilà, davantage se préparer puisqu'il sera nécessaire de maîtriser l'ensemble des exigences techniques du programme pour y parvenir. Et en tout cas, sur la mise en relation avec des installateurs, on propose sur le site advenir.mobi un annuaire qui référence l'ensemble des installateurs qui ont été référencés par Advenir. Et il y en a dans toutes les régions de France, et évidemment, bien entendu, en Occitanie. Donc, vous pouvez très facilement prendre contact avec un acteur qui pourra voilà, vous aider à mener à bien votre projet d'installation de bornes de recharge. Parfait. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à vous. Je vous propose maintenant, pour finir le tour d'horizon complet sur la question, de donner la parole à un professionnel du tourisme. Et pour ce témoignage, j'ai choisi un établissement, le Mas du Coulet, qui a 10 hébergements et qui vient d'installer pas moins de 6 points de recharge rapide sur son parking. Je suis au Mas du Coulet à Brissac, superbe bâtisse qui compte 5 gîtes, 5 chambres d'hôtes. Ils font des événements. On peut même louer des mairies électriques, c'est assez cool. Et puis, chose pas commune, sur le parking, on a 6 prises de recharge, donc 3 bandes doubles. Alors, je vais faire un zoom sur celle-là avec le logo Mas du Coulet, c'est classe. Donc le propriétaire Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Alors une première question, quand est-ce que vous avez investi dans cet équipement? Alors l'idée est venue courant 2021. J'ai fait faire des devis et l'installation a été faite fin 2021 pour une mise en service début 2022. D'accord. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre autant de bornes? Est-ce que c'est parce que vous le proposez à d'autres personnes que vos visiteurs? Alors oui, la station est ouverte au public, donc ça veut dire que les gens qui passent sur la départementale juste devant peuvent s'y arrêter. Et après, étant donné qu'on a une certaine capacité de gîtes et de chambres d'hôtes et qu'on fait des événements, il nous fallait un nombre de prises quand même conséquent pour éviter qu'il y ait la queue à la station de charge. D'accord. Là, on est sur des bornes de 22 kW, c'est-à-dire que les voitures chargent en combien de temps? Alors ça va dépendre de la capacité de la batterie, mais la petite Spring du coup a une batterie 27 kW. Alors elle a un chargeur monophasé, ce qui fait qu'elle charge qu'en 7 kW. Donc ça veut dire qu'en à peu près 4 heures et demie, elle est chargée. Alors comment s'est passée l'installation? Alors l'installation s'est très bien passée, ça a été un petit peu chaotique par moment parce que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y avait de la roche. Les 6 prises ont toutes un câble dédié, un câble électrique, et chaque borne a un câble réseau dédié aussi, parce que j'ai souhaité, étant donné qu'on est ici dans une zone naturelle, le réseau mobile n'est pas forcément très stable, donc j'ai souhaité que tout soit relié en filaire à notre concentrateur sur le Mas. Et est-ce que ça a généré une installation spécifique au niveau de votre compteur? Alors en fait, j'ai fait le choix d'avoir 2 compteurs distincts pour éviter d'avoir à augmenter la puissance de celui du Mas qui est en 36 kg, donc du coup au tarif régulé par l'État.
Et j'ai décidé de mettre un deuxième compteur en 36 kg régulé par l'État pour éviter d'avoir à subir les hausses au prix du marché. Donc c'était plutôt fin comme analyse étant donné ce qui se passe maintenant. Après, vous allez me dire, il y a 6 x 22, 36, il y a quelque chose qui ne colle pas en fait. Mais du coup, j'ai fait le choix de mettre en place une répartition de charge. Donc il y a des calculs informatiques qui répartissent la charge pour un maximum de 36 kg. Donc si j'ai une Zoé, une Spring qui charge en 7 kg et plusieurs voitures comme ça, il n'y a pas de problème. Et si j'ai que des Zoé, ça va baisser la charge de l'ensemble des prises pour avoir un total de 36 kg. Donc c'est une gestion dynamique de la consommation. Alors Yann, est-ce que vous avez vu cet investissement comme quelque chose qui doit être rentable et même être une source de profit, ou est-ce que c'est juste pour pouvoir offrir le service et accueillir vos clients? Alors très clairement, c'est pour offrir le service à nos clients. Parce qu'une station comme on a là, c'est environ 35 000 € hors taxe. Alors on a été aidé par Advenir à 60%, il me semble, quelque chose comme ça. Mais ça reste quand même un investissement très important pour une structure comme la nôtre. Après, les clients ont besoin de ce service parce qu'aujourd'hui, l'électrique, c'est la charge à destination. Et la charge à destination, quand on est sur son lieu de vacances ou quand on est dans une chambre d'hôte, c'est là qu'on veut se charger la nuit sans avoir à faire la queue sur une station de charge sur la route. Alors sur la partie commerciale, vos bornes sont équipées d'un lecteur de badge RFID. Donc RFID, plusieurs réseaux, ChargeMap, ChargePoint, Watt. Tout à fait, oui. On prend toutes ces cartes-là. On est sur le réseau de Watt qui est partenaire avec ChargeMate, avec SharePoint, avec tout un tas d'autres cartes. Donc ça veut dire que vous avez cette carte-là, vous passez devant le MAS, vous souhaitez vous charger, vous pouvez venir vous charger sur nos bornes et après partir vous balader ou dans les gorges de l'Hérault ou venir boire un café dans la salle ici. Ok. On peut même payer avec son téléphone ou avec une carte bleue? Tout à fait, oui. On peut passer le téléphone devant RFID ou si vous n'avez pas rien sur votre téléphone, il y a un petit QR code que vous scannez et vous pouvez payer directement par carte bleue. On se rend compte qu'on a des gens qui viennent grâce à leur application de voiture sur leur téléphone. Ils planifient leur parcours et ils cherchent un hébergement et du coup ils tombent sur nous parce qu'on est référencé sur toutes les cartes de stations de charge. Donc par défaut, le planificateur propose le MAS de coulée comme arrêt. On est sur Booking, on est à peu près sur toutes les plateformes. Donc on a identifié sur ces plateformes qu'on avait une station de charge. Donc ça nous ramène du monde. On a également, donc, comme je le disais, les applications des constructeurs et l'ensemble des applications de planificateurs pour les véhicules électriques. Ok, très bien. Merci Yann. Avec plaisir. Pour capter une clientèle grâce à vos bornes de recharge électrique, les 3 choses à faire, c'est vous référencer sur les programmateurs d'itinéraires. Les plus connus, c'est ChargeMap ou A Better Route Planner. Ils ont une cartographie très développée. Vous référencez sur les applis de certains constructeurs de véhicules électriques qui proposent également une cartographie à leurs clients. Et bien sûr, ne pas oublier de mentionner cet équipement sur les OTA avec qui vous travaillez, comme Booking ou Airbnb, qui ont mis au niveau des principaux filtres de choix d'un établissement l'équipement de la borne de recharge. Bien entendu, il faut valoriser cet équipement auprès de votre clientèle déjà acquise. Donc, plus qu'une simple mention dans les infos pratiques, mettez bien en avant cet équipement sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour faire les bons choix et pour entamer vos démarches. Et vous avez peut-être encore des interrogations. Si vous êtes un professionnel du tourisme, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ou si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience, vous pouvez le faire dans les commentaires. Merci à tous les intervenants qui ont participé aux interviews avec beaucoup de bonne volonté. Ce tutoriel a été réalisé par le Comité régional du tourisme Occitanie.